C'est parti. Nous allons parler de Trump et de beaucoup de ses décrets exécutifs, plus de 100, qui sont liés à des affaires intérieures. Il fait aussi sensation en matière de politique étrangère. Il a suspendu toute l'aide étrangère des États-Unis. Donc, je suis curieux de savoir quelles sont les implications de cette décision, en particulier pour l'Ukraine, car l'Ukraine dépend beaucoup de l'aide étrangère des États-Unis. Votre analyse, Scott? En gros, il dit à Poutine, je coupe l'aide. T'as 90 jours pour faire ce que t'as à faire. Parce qu'après ça, on fera un bilan. Et si on n'a pas un accord d'ici là, eh bien on décidera comment avancer. Voilà comment je vois les choses. Je ne dis pas que Poutine se dit « Ouais, je suis partant ». Je pense que Poutine s'en fout royalement. Je pense que les Russes s'en fichent aussi. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais Poutine a quand même réuni son équipe de sécurité nationale et il a dit qu'il a hâte de discuter avec le président Trump au sujet de l'Ukraine. Et à mon avis, pendant ces 90 jours où l'aide à l'Ukraine est gelée, il y aura une rencontre ou au moins une conversation entre Poutine et Trump, peut-être plusieurs. Et je pense qu'un accord est possible. C'est aussi un message à Zelensky, à l'Europe et à l'OTAN. Ils n'ont absolument aucun mot à dire là-dedans. Ils ne comptent pas. Ils n'ont aucune importance. C'est une affaire entre les États-Unis et la Russie. En gros, Trump a mis l'Europe en garde. L'OTAN aussi, 5%. 5% on crève. Et l'OTAN ne peut pas atteindre ces 5%. Trump le sait très bien. Donc là, Trump leur dit carrément, c'est fini. C'est terminé. Il est temps de l'accepter. Peut-être qu'on peut se séparer à l'amiable, ou alors on fera ça à la dure. Mais au final, encore une fois, 80 ans de relations, ou peu importe. 75 ans, je crois, c'était l'anniversaire des relations entre les Américains et l'OTAN. C'est terminé. C'est fini. Et voilà le nouveau monde dans lequel nous entrons. Il est temps de comprendre ça. Et peut-être qu'on peut se séparer à l'amiable, ou alors on le fait à la dure. Mais au final, encore une fois, 80 ans, ou peu importe. 75 ans, je crois, c'était l'anniversaire de la relation entre l'Amérique et l'OTAN. C'est fini, c'est terminé. Pendant le discours d'investiture de Trump, Scott, il n'a pas mentionné l'Ukraine, la Russie, rien de tout ça, pas une seule fois. Qu'en as-tu pensé? Parce que les seules remarques qu'il a faites sur la politique étrangère étaient presque en passant à propos du canal de Panama et du fait que la Chine le contrôle. Mais ça ressemblait plus à un commentaire improvisé qu'à une déclaration réfléchie sur une initiative ou un objectif spécifique en matière de politique étrangère. Quant à l'Ukraine, pas un mot. Trump s'est adressé au peuple américain en parlant des problèmes internes auxquels nous sommes confrontés ici, aux États-Unis, et de ses solutions pour les résoudre. Encore une fois, c'est pas un jugement de ma part. Je ne fais qu'énoncer les faits. Les faits sont que le président a parlé au peuple américain, en particulier à ceux qui l'ont élu, et il a dit « Je vais faire ce que je vous ai promis sur le plan intérieur ». Pour ce qui est de la politique étrangère, c'est une discussion entre Trump et les dirigeants étrangers avec lesquels il va traiter. Ce n'est pas une discussion entre Trump et le peuple américain. Et je pense que c'est pour cela qu'on n'a pas entendu grand-chose sur la politique étrangère dans ce discours ou dans d'autres discours. Et je pense qu'on va voir que c'est cette approche qu'il va adopter à l'avenir. Qu'il ne va pas demander l'autorisation des Américains pour faire quoi que ce soit à l'étranger. C'est un homme qui va incarner le concept de président exécutif unitaire, pour le meilleur ou pour le pire. Et avancer comme il l'entend, sur la manière dont l'Amérique interagit avec les nations qui, selon lui, posent les plus gros problèmes aux États-Unis. Et encore une fois, je tiens à rappeler à tout le monde qu'il n'y a qu'un seul point de vue qui compte actuellement dans l'Amérique de Donald Trump. Et c'est celui de Donald Trump. Et je ne suis pas content de ça. Je crois que l'Amérique a été fondée sur des principes constitutionnels, avec une séparation des pouvoirs, des freins et des contrepoids. Je n'ai jamais été un partisan de l'exécutif unitaire, mais je dois aussi reconnaître que l'Amérique d'aujourd'hui est fondamentalement brisée, à un point tel que le manuel d'instruction ne fonctionne plus. Et maintenant, nous en payons le prix.
Nous avons un homme aux tendances autocratiques à la tête du pays, à un moment où les Américains semblent apparemment prêts à tolérer beaucoup de ces tendances autocratiques. Oui, et je ne vais pas retenir mon souffle. Il y a encore un long chemin à parcourir. Il reste beaucoup de temps pour que l'administration Trump adopte une posture belliqueuse. Et pour l'instant, il semble cependant que le grand objectif de l'administration Trump soit de détourner l'agenda de la politique étrangère américaine loin de l'Ukraine. C'est assez clair. Mais une chose que je voulais te demander, Scott, c'est comment ces premières discussions vont-elles se dérouler entre Vladimir Poutine et Donald Trump? Parce que, après l'investiture, l'une des premières annonces a été que son équipe, son administration, allait s'engager dans cette direction. Comment penses-tu que ça va se passer? Rappelle-toi, il faut être deux pour danser le tango. Et clairement, la relation entre les États-Unis et la Russie est une route à double sens, pas une route à sens unique. Donc, dès le départ, cela ne sera pas dicté par Donald Trump. Ce sera une négociation avec les Russes sur la façon dont ils vont discuter, sur quel forum, etc. Les deux parties veulent discuter. Donc, ce ne sera pas une négociation difficile. Je pense que ça commencera par un appel téléphonique, peut-être même quelques appels. Mais je crois qu'une rencontre physique dans cette fenêtre de 90 jours est indispensable pour faire avancer les choses. Cette guerre ne va pas se terminer parce que des experts en politique aux États-Unis auront dicté des conditions que la Russie devra accepter. Cette guerre va se terminer parce que Vladimir Poutine et Donald Trump auront discuté sérieusement et échangé franchement leurs idées. Je pense que Trump peut mettre beaucoup de choses sur la table qui seraient attirantes pour Vladimir Poutine, au-delà de la seule question de l'Ukraine. Et c'est important parce que, encore une fois, quand on parle de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, on a parfois tendance à se concentrer uniquement sur les troupes russes sur le sol ukrainien. Et on oublie que la raison pour laquelle tout cela est arrivé, c'est par exemple l'expansion de l'OTAN. L'objectif principal ici est d'empêcher l'OTAN d'entrer en Ukraine. C'est quelque chose que Trump a apparemment déjà reconnu comme un problème et qu'il semble prêt à accepter. Cela représente un changement majeur dans l'orientation de la politique américaine. Et l'autre point, c'est que les Russes parlaient toujours, encore une fois, rappelons-nous, en décembre 2021, plus précisément le 17 décembre, la Russie a mis sur la table 2 projets de traité. Un avec l'OTAN, un avec les États-Unis, qui parlait de la nécessité de créer une institution de sécurité européenne. Trump, étant donné son attachement ou son absence d'attachement à l'OTAN, aux institutions européennes et aux engagements américains en Europe, Trump est plus que disposé à discuter sérieusement avec la Russie et à dire « Hey, que pouvons-nous faire pour faire de l'Europe un endroit sûr et sécurisé pour tout le monde ?» Et donc je pense que pour Poutine, ce sont ses objectifs stratégiques. Et dans de nombreux cas, ce qui se passe en Ukraine est plus tactique et opérationnel pour atteindre ses objectifs stratégiques. Si Trump peut simplement passer outre et dire « Nous pouvons accomplir beaucoup de vos objectifs stratégiques, mais il faut que cette guerre prenne fin », je pense que les Russes feront ce qu'ils peuvent faire dans le cadre de leur loi constitutionnelle. Cela signifie qu'il n'y aura pas de ligne de front figée, pas de troupes européennes surveillant les frontières ou quoi que ce soit de ce genre. La Russie a des attentes très simples. Ce qu'est la Russie, c'est la Russie. Et elle a besoin que l'Occident reconnaisse cela. Les États-Unis ont déjà laissé entendre, dès le début, que lever certaines sanctions contre la Russie pourrait être une manière d'indiquer à quoi l'avenir pourrait ressembler. Je pense qu'il y a beaucoup de marge pour des discussions constructives entre ces deux hommes. Mais ces discussions se dérouleront uniquement entre eux. Une fois qu'ils auront discuté et posé le cadre, ils laisseront Keith Kellogg, Ushikov et d'autres peaufiner les détails. Mais cette situation sera réglée par Vladimir Poutine et Donald Trump. Scott, est-ce que tu prévois une pression importante? Parce qu'il y aura énormément de pression venant des néoconservateurs, de l'OTAN, de l'Europe entière, mais aussi de grandes factions à Washington qui veulent que ce conflit continue d'une manière ou d'une autre. Que penses-tu qui va se passer?
face à cette pression. C'est une toute nouvelle ère. Ce n'est plus 2016. Ce n'est plus Helsinki en 2018, quand Poutine et Trump se sont rencontrés. Le paysage géopolitique est totalement différent aujourd'hui. Mais pensez-vous que cette pression pourrait être trop forte pour que Trump réussisse à accomplir quelque chose dans ce contexte? Non, parce que on a affaire à quelqu'un qui agit comme un dictateur en ce moment. Danny, il vient juste de révoquer l'habilitation de sécurité de John Bolton et de 51 autres personnes qui avaient signé une lettre qu'il n'a pas appréciée. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que Donald Trump contrôle totalement les habilitations de sécurité. Il a pris conscience de cette réalité. Parmi les personnes concernées, il y avait d'anciens directeurs de la CIA qui, historiquement, conseillent l'agence ou les administrations sur des questions sensibles. Ce sont des personnes qui avaient accès aux secrets d'État les plus cruciaux. Et il leur a dit, « Vous ne faites plus partie du système, c'est terminé. » Voilà comment il gère la dissidence. Il y a de fortes chances qu'il révoque aussi les habilitations de sécurité de tous les membres du Congrès qui faisaient partie du comité du 6 janvier. Tu comprends ce qui se passe ici? Ce n'est pas anticonstitutionnel. Mais ce n'est pas comme ça que j'aimerais voir les choses évoluer. Je suis attaché à la liberté d'expression, au droit de contester et tout cela. Je vous explique simplement quelle va être l'approche de Donald Trump. Si vous mettez sur mon chemin et que je juge que cela va à l'encontre de vos devoirs et responsabilités en tant qu'officiel américain, je révoquerai simplement votre habilitation. Et il en a l'autorité exclusive. Le président des États-Unis est l'arbitre ultime de ce qui est classé secret et de ce qui ne l'est pas, ainsi que de qui a accès à ces informations ou pas. Pour vous donner un exemple, moi aujourd'hui, je n'ai pas d'habilitation de sécurité. Si on m'invite à la Maison-Blanche et qu'on me présente un document classé top secret avec code d'accès, et que le président estime que j'ai besoin d'y avoir accès, il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il peut prendre ce document et dire « Je le déclassifie ici et maintenant, lisez-le ». Et c'est tout. C'est fait. Mais si je rentre avec toutes les habilitations du monde, et que le président décide que mon comportement est incohérent avec ses attentes, il peut simplement dire « Je révoque votre habilitation de sécurité. C'est terminé. » Et je ne peux rien y faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette présidence est complètement différente. Trump a beaucoup appris de ses 4 premières années. Ce gars-là s'est fait complètement trahir par l'establishment, par l'État profond, par les néoconservateurs, par tous ces gens qui ne voulaient pas qu'il réussisse. Ces personnes n'ont plus aucune importance. Prenez Marco Rubio, par exemple. Revenons en arrière. En fait, non, je ne veux pas parler de lui. Continuez. Regardez toutes les déclarations qu'il a faites, ces déclarations anti-Trump, ce ton fort, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est le petit caniche de Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il a enfin compris les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est « Je sers Donald Trump ». Moi, j'aimerais croire que les règles sont « Je sers la Constitution ». Et puisque Trump est président, Trump est celui qui a été investi de ses pouvoirs. Mais le fait est que vous ne survivrez pas dans ce gouvernement Trump si vous ne faites pas exactement ce qu'il vous dit de faire. Et je suis triste de dire que, même si cela implique des choses qui ne devraient pas être faites sous la Constitution, nous avons tous vu le décret qu'il a signé à propos du droit à la citoyenneté par naissance. Je veux dire maintenant, on s'embarque dans un truc énorme. Il a même inclus un paragraphe sur Kamala Harris, vous savez. Et encore une fois, je ne suis pas fan de Kamala Harris, vraiment pas. Mais pour être honnête, et pour que tout le monde le sache, pour tous ceux qui se plaignent et râlent à propos de Donald Trump, Kamala Harris vous aurait tous tués en 6 mois. Alors, fermez-la. D'accord? Elle allait nous mener sur une voie qui aurait conduit à une guerre nucléaire avec la Russie. Point final. Et il n'y a pas de débat là-dessus. C'était la direction dans laquelle nous allions. Alors, aussi mauvais que soit peu importe comment vous voulez appeler ce qui se passe avec Trump, au moins ça a une certaine valeur divertissante. Et ça ne va pas nous tuer dans les 4 prochaines années. Quand je dis valeur divertissante, je ne veux pas dire que c'est bien. Je veux dire, mon cœur s'est brisé pour les immigrés dont l'application a été fermée et maintenant, ils n'ont même plus leur rendez-vous. C'est un tout nouveau monde. Ce que vous pensiez être l'Amérique ne l'est plus. C'est fini. Mais vous savez, il a signé ce décret sur le droit à la citoyenneté par naissance. Je ne pense pas qu'il survivra à l'examen constitutionnel. Mais on ne sait jamais. Il a rempli la Cour suprême avec une majorité de juges conservateurs qui sont terrifiés par lui. Rappelez-vous,
Ce sont eux qui ont dit que vous pouvez commettre n'importe quel crime en tant que président et on ne peut rien faire contre vous. Alors, pensez-vous vraiment qu'il se soucie de la Cour suprême? Ce qu'il veut, c'est que la Cour suprême valide tout ce qu'il fait sans discuter. Et il s'y attend. Je suis contre cela. Je crois que la Cour suprême devrait être un arbitre indépendant de la constitutionnalité. Mais nous sommes dans un monde nouveau et étrange. Les gens disent souvent « Oh, on dirait que tu défends Trump ». Non. Mais avez-vous déjà vu ces films, Danny? Vous savez, des films d'escalade où deux alpinistes grimpent et tombent. Je veux dire, on l'a vu dans un de mes films préférés, les Avengers, avec les pierres d'infinité. C'était dans Endgame, je crois. Et ils se tiennent l'un à l'autre. Et l'un dit, « Tu dois couper la corde. » Et l'autre répond, « Jamais je ne couperai la corde. » Et l'autre dit, « Si tu ne coupes pas la corde, ils nous tomberont tous les deux. » Et finalement, pour en sauver un, l'autre coupe la corde et la personne meurt. Je crois que l'Amérique en est là. Toutes ces choses secondaires, appelez ça l'éveil, le rejet du wokisme, ou peu importe, tout ce qui est périphérique est en train de nous tirer vers le bas. Je veux que cela existe. Je crois que c'est nécessaire. Mais nous sommes littéralement suspendus au bord du précipice. Et nous devons nous débarrasser de ce qui va nous tuer. Et Trump, en ce moment, est celui qui tient le couteau. Il regarde les cordes attachées aux choses et il coupe. Il coupe tous ceux qu'il accuse d'être responsables de la chute de l'Amérique. Et moi, je veux survivre. Je suis prêt à le laisser couper. Et je sais que ça va en énerver beaucoup. Mais on en est au point où l'Amérique est fondamentalement brisée. Nous sommes engagés sur une voie qui mène soit à la guerre civile, soit à l'autodestruction. Toutes les choses que vous dites que l'Amérique représente, toutes les choses que je dis que l'Amérique représente, ne comptent plus si on disparaît, si c'est fini. C'est donc un moment révolutionnaire. Et c'est pour ça que je l'ai appelé une révolution après coup. C'est révolutionnaire sur le plan intérieur et révolutionnaire en termes de politique étrangère. C'est une tentative pour empêcher un navire en train de couler de sombrer complètement. Il s'agit de faire des réparations d'urgence, de boucher les trous, de prendre des décisions difficiles. Et ça va énerver beaucoup de gens, énormément de gens, moi y compris. J'ai prévu de lancer quelque chose à ce sujet et c'est essentiellement un bulletin de notes pour Trump. Parce que voilà la vérité, j'ai voté pour ce gars. Et je ne vais pas rester là à le regarder faire tout ce qu'il veut. Je crois encore que les personnes que nous élisons doivent rendre des comptes pour ce qu'elles font en notre nom. Et je vais demander des comptes à ce gars pour ce qu'il fait en mon nom. Et je pense que chaque Américain devrait faire de même. Mais nous devons aussi comprendre le contexte. Ce n'est pas comme s'il prenait une société qui fonctionne parfaitement et essayait de la casser. Il prend une société fondamentalement brisée et tente de la sauver. Est-ce qu'il prendra les bonnes décisions? Nous n'en savons rien. Mais je pense que nous devons comprendre que, quoi que nous pensions que l'Amérique était, ce n'est plus cela. Du moins, pour les 4 prochaines années. Ce sera quelque chose de totalement différent. Pour moi, quand vous parlez de révolution, je crois sincèrement que nous vivons un moment révolutionnaire. C'est un moment sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Et je crois que Donald Trump joue un rôle très particulier. Il y a une raison pour laquelle il a été élu. Il y a une raison pour laquelle il prend les positions qu'il prend. Et bien sûr, je ne suis pas d'accord avec la plupart des politiques qu'il défend. Absolument pas. Parce qu'en fin de compte, il vient d'une classe sociale particulière, et on l'a vu avec tous les milliardaires, tous les oligarques qui étaient là. Il va servir ces gens-là. Mais sur cette question fondamentale de l'Ukraine, sur cette question fondamentale du rôle des États-Unis dans le monde, je ne crois pas qu'il réussira nécessairement à inverser ce déclin qu'il dit vouloir inverser. Mais je crois qu'il veut vraiment essayer. Et ce à quoi ça ressemblera, c'est ce pourquoi nous devrions nous préparer. Parce que ça pourrait ressembler d'un côté à un retrait d'Ukraine, et d'un autre côté, qui sait vraiment. Ça pourrait prendre de multiples directions, et certaines pourraient mener à une catastrophe.